Au commencement des civilisations, lorsque les premières cités surgissaient lentement de la poussière des plaines alluviales et que l'humanité, encore proche de ses origines, cherchait à percer les mystères du ciel, des saisons, des crues et du temps qui passe, un continent occupait déjà une position centrale. Centrale par sa situation géographique au carrefour de plusieurs mondes naissants. Centrale par son dynamisme intellectuel, par sa capacité d'organisation politique, par son rayonnement spirituel. Tandis que les premières écritures s'inventaient, que les calendriers se structuraient autour des astres et que les sociétés humaines apprenaient à transformer la nature en civilisation, l'Afrique se trouvait au cœur de ces bouleversements. Elle n'était pas en marge de l'histoire en train de s'écrire, elle en constituait l'un des foyers actifs. Ce continent, c'était l'Afrique. Bien avant que l'Europe ne sorte de ses longues périodes d'instabilité et de fragmentation, bien avant que les grandes capitales impériales ne s'imposent durablement dans l'imaginaire occidental comme les centres incontestés de la puissance antique, l'Afrique était déjà un carrefour structurant. Un espace où convergeaient routes terrestres et maritimes, où s'échangeaient non seulement des marchandises, mais des idées, des techniques, des croyances. Un centre vibrant d'échanges et de savoirs, de construction politique solide, de rayonnement culturel profond. Pourtant, dans de nombreux récits modernes, cette centralité a été progressivement reléguée à l'arrière-plan, réduite à un décor périphérique de l'histoire antique dominé par d'autres pôles. Or, lorsque l'on observe attentivement les données archéologiques, que l'on relit les textes anciens, que l'on reconstitue les réseaux commerciaux et les circulations intellectuelles, une évidence s'impose avec force. L'Afrique fut l'un des cœurs battants du monde antique, un espace moteur sans lequel l'équilibre de l'ancien monde ne peut être compris. Il suffit d'abord de regarder la géographie pour saisir cette centralité. L'Afrique du Nord est bordée par la Méditerranée, cette mer intérieure qui, loin de séparer les peuples, les reliait en permanence. Sur ses rives circulaient les navires, les diplomates, les armées et les marchands. Elle constituait une véritable autoroute maritime de l'Antiquité. À l'est, la mer Rouge ouvrait un passage stratégique vers l'Arabie et au-delà vers l'océan Indien, inscrivant l'Afrique dans des circuits commerciaux d'une ampleur considérable. Au nord-est, la vallée du Nil formait un axe naturel unique, un corridor fertile reliant l'Afrique intérieure aux régions du Proche-Orient. Plus au sud, au-delà de l'immensité saharienne que l'on imagine souvent comme un obstacle infranchissable, des routes caravanières s'organisaient et sillonnaient le désert, transportant l'or, le sel, l'ivoire, mais aussi des techniques, des symboles et des récits. Loin d'être un continent isolé, enfermé sur lui-même, l'Afrique était traversée, connectée et intégrée à un système d'échange qui dépassait largement ses frontières naturelles. Le Nil, en particulier, jouait un rôle déterminant dans cette dynamique. Chaque année, ces crues régulières recouvraient les terres de son limon fertile, assurant des récoltes abondantes et relativement prévisibles. Cette régularité donna aux sociétés riveraines une stabilité rare dans l'Antiquité. Elle permit l'émergence d'un État organisé, capable de planifier, de redistribuer, d'administrer. De cette relation intime entre le fleuve et les hommes naquit l'une des civilisations les plus anciennes et les plus durables de l'histoire, l'Égypte pharaonique. Pendant plus de 3 millénaires, elle constitua un centre politique puissant, structuré autour d'une administration hiérarchisée et d'une conception élaborée du pouvoir. Elle fut également un centre scientifique et religieux majeur. Les Égyptiens développèrent des connaissances approfondies en mathématiques pour mesurer les terres après les crues, en médecine pour soigner et pratiquer des interventions complexes, en astronomie pour organiser leur calendrier et comprendre les cycles célestes. Leur architecture monumentale, dont les vestiges dominent encore les paysages, témoigne d'une maîtrise technique et symbolique exceptionnelle. Mais l'Égypte ne flottait pas au-dessus de l'Afrique comme une singularité isolée. Elle entretenait des relations constantes avec la Nubie, située plus au sud, région riche en ressources stratégiques, notamment en or. Les échanges entre ces deux espaces furent intenses, faits de commerce, d'alliances, parfois de rivalités. Les royaumes de Kerma, puis de Napata et de Méroé ne furent pas de simples périphéries dépendantes. Ils développèrent leur propre structure politique, leurs traditions culturelles et religieuses, leur art. À certaines périodes, les souverains couchites étendirent leur autorité vers le nord et dominèrent l'Égypte elle-même, régnant en tant que pharaons.
Cette inversion des rapports de force rappelle que l'espace africain antique était dynamique, traversé par des circulations d'influence et de pouvoir qui ne suivaient pas une direction unique. Il ne s'agissait pas d'un centre unique irradiant vers des marges passives, mais d'un ensemble interactif où les équilibres pouvaient se transformer. Plus à l'ouest, le monde carthaginois s'imposa comme une puissance maritime de premier plan. Fondée par des navigateurs phéniciens, Carthage s'enracina profondément sur le sol africain et devint une grande puissance régionale. Son territoire s'étendait sur une large partie de l'Afrique du Nord, structurant l'arrière-pays agricole et sécurisant les routes commerciales. Ses ports, ses chantiers navals, sa flotte témoignaient d'une organisation économique avancée. Les navires carthaginois sillonnaient la Méditerranée, transportant métaux, céréales, produits artisanaux et denrées précieuses. Carthage n'était pas une simple colonie dépendante d'un centre lointain, elle devint elle-même un centre. Un acteur majeur des équilibres méditerranéens, capable de rivaliser avec les autres grandes puissances de son temps. Par son dynamisme commercial et maritime, elle inscrivait pleinement l'Afrique dans le cœur des échanges antiques. L'Afrique fut également un centre intellectuel d'une importance considérable. À Alexandrie, la grande bibliothèque attira des savants venus de l'ensemble du monde méditerranéen. On y collectait, traduisait, comparait les savoirs issus de la Grèce, de l'Égypte, de la Mésopotamie. Les textes y étaient copiés, commentés, débattus. Mathématiciens, astronomes, philosophes y travaillaient dans une atmosphère d'émulation exceptionnelle. Les observations du ciel, les calculs géométriques, les réflexions sur la nature du monde trouvaient dans cette ville un espace d'élaboration et de diffusion. Alexandrie devint ainsi un foyer majeur de circulation du savoir antique, un lieu où se rencontraient traditions anciennes et innovations intellectuelles. En son sein se cristallisait cette réalité souvent oubliée, l'Afrique n'était pas seulement un espace de production de richesses matérielles, mais un lieu de pensée, de transmission et de création intellectuelle, pleinement intégré au cœur du monde antique. Mais au-delà des grandes cités connues, il faut aussi considérer les réseaux invisibles. Les routes transsahariennes reliaient l'Afrique du Nord aux régions subsahariennes bien avant le Moyen Âge. Le désert n'était pas une barrière infranchissable. Il était traversé par des caravanes organisées, maîtrisant les points d'eau et les itinéraires. L'or d'Afrique de l'Ouest, déjà exploité dans l'Antiquité, alimentait les circuits économiques méditerranéens. Les échanges ne concernaient pas seulement des marchandises, ils impliquaient des techniques, des croyances, des représentations du monde. Sur le plan spirituel et symbolique, l'Afrique occupait également une place centrale. Les traditions religieuses de l'Égypte antique influencèrent durablement le bassin méditerranéen. Les cultes d'Isis et d'Osiris se diffusèrent jusqu'à Rome. Les mystères égyptiens fascinèrent les élites grecques et romaines. Des penseurs antiques voyaient en l'Égypte une terre de sagesse ancienne. L'Afrique apparaissait comme un réservoir d'origine, un lieu de mémoire primordial. Même l'Empire romain, au sommet de sa puissance, dépendait profondément d'Afrique. Les provinces d'Afrique du Nord devinrent le grenier à blé de Rome. Les céréales produites dans les plaines africaines nourrissaient la capitale impériale. Sans ces ressources, l'équilibre social et politique romain aurait été fragilisé. Des empereurs d'origine africaine accédèrent au pouvoir, preuve que ces territoires n'étaient pas marginaux, mais pleinement intégrés au cœur de l'Empire. En Afrique orientale, le royaume d'Aksum, situé dans l'actuelle Éthiopie et en Érythrée, contrôlait des routes commerciales stratégiques reliant l'Afrique, l'Arabie et l'Inde. Aksum frappait sa propre monnaie, entretenait des relations diplomatiques avec les grandes puissances de son temps et adopta très tôt le christianisme, devenant l'un des premiers États chrétiens du monde. Là encore, l'Afrique n'était pas périphérique, elle participait activement aux dynamiques globales de l'Antiquité tardive. Dire que l'Afrique était le centre du monde antique ne signifie pas qu'elle dominait tout, ou qu'elle constituait l'unique foyer de civilisation. Il s'agit plutôt de reconnaître que le monde antique était multipolaire, et que l'Afrique en constituait l'un des pôles majeurs, un centre de gravité économique, culturel et spirituel. Avec le temps, les équilibres changèrent, les axes commerciaux se déplacèrent, les empires s'effondraient, de nouveaux centres émergèrent. Mais pendant des millénaires, l'Afrique fut un espace d'innovation, de rayonnement et de connexion. Elle ne se trouvait pas à la marge de l'histoire, elle en était l'un des moteurs.
Comprendre cela, c'est aussi interroger nos propres représentations. Pourquoi l'idée d'une Afrique centrale dans l'Antiquité semblait-elle parfois surprenante ? Peut-être parce que les récits dominants ont longtemps privilégié d'autres perspectives. Pourtant, les vestiges archéologiques, les inscriptions, les textes anciens racontent une autre histoire, celle d'un continent profondément intégré aux dynamiques du monde antique. Replacer l'Afrique au cœur de ce récit, ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est la regarder dans toute sa complexité. C'est reconnaître que le centre du monde antique n'était pas un point fixe, mais un réseau de lieux interconnectés. Et dans ce réseau, l'Afrique occupait une place essentielle. Lorsque l'on contemple les pyramides, les ruines de Carthage, les stèles d'Axum ou les vestiges des cités romaines d'Afrique du Nord, on ne voit pas des marges silencieuses. On voit les traces d'un monde où l'Afrique était un pivot, un espace où se croisaient les routes, les savoirs et les ambitions. Ainsi, comprendre pourquoi l'Afrique était le centre du monde antique, c'est redonner à ce continent la profondeur historique qui lui revient. C'est reconnaître que l'histoire humaine s'est construite dans une pluralité de foyers et que l'Afrique en fut l'un des plus anciens et des plus influents. Et peut-être, en réexaminant ce passé, pouvons-nous mieux saisir la continuité des échanges, des circulations et des interconnexions qui façonnent encore notre monde aujourd'hui.